À partir de ce vendredi, le débat sur la fin de vie est relancé en France. Près de 200 personnes ont été tirées au sort pour se pencher sur la question jusqu'au mois de mars. Une convention citoyenne qui a pour objectif de réfléchir à l'opportunité de changer ou pas la loi existante, dit Claes Leonetti. C'est une loi qui interdit l'euthanasie et le suicide assisté, mais qui permet dans certains cas bien spécifiques une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Alors faut-il effectivement faire évoluer cette loi Claes Leonetti? Les Français sont-ils prêts à légaliser l'euthanasie, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays tels que l'Espagne, le Canada ou encore la Colombie? C'est avec vous, Emmanuel Hirsch, que nous allons en parler. Bonsoir, vous êtes professeur d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay, auteur de Faut-il autoriser l'euthanasie aux éditions First. Avant de discuter avec vous, je vous propose de revenir en images sur cette première journée de convention citoyenne. Chacun arrive avec son bagage propre, son histoire. Tous ont la lourde tâche de répondre à cette question au vaste contour. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté? Ils ne sont pas députés, mais 185 citoyens de 18 à 87 ans tirés au sort. Ils ont 3 mois pour mener des travaux sur la fin de vie. J'ai fait quelques lectures, j'ai lu quelques articles pour commencer à débroussailler tout ça. Bien sûr que c'est un sujet très sensible parce qu'après, si on va trop loin, il peut mêler la religion, il peut mêler beaucoup d'autres principes. L'éthique, la philosophie. Et voilà, tout à fait. Pour lesquels, personnellement, pour l'instant, je ne suis pas compétent. Voilà. J'ai autour de moi des gens qui sont très angoissés par cette question. Donc si je peux apporter ma pierre à l'édifice, voilà. Rencontrer des tas de citoyens français, débattre ensemble, peut-être bouger ensemble dans notre réflexion. C'est un sujet absolument passionnant. La Première ministre est venue inaugurer cette convention organisée par le Conseil économique, social et environnemental avec un message. Soyez libres. Libres de vous émanciper des idées reçues, de dire vos doutes, vos désaccords, de partager vos expériences, de vous laisser convaincre et bien sûr, surtout, de défendre vos opinions, vos convictions dans le souci du bien commun. Pour se forger un avis éclairé, les citoyens pourront convier experts et accéder à une large base documentaire. Ils ne rédigeront pas eux-mêmes un texte de loi, mais le fruit de leur travail éclairera le gouvernement. Et Emmanuel Hirsch, vous êtes toujours avec nous. Tout d'abord, ce débat relancé à travers cette convention citoyenne, est-ce que ça vous paraît une bonne chose, sur la forme notamment, de demander à 200 Français ce qu'ils en pensent? Je pense que sur la forme, c'est important. Est-ce que c'était le bon moment pour en débattre? On a aussi d'autres enjeux politiques dans notre pays. Mais je trouve que c'est une belle initiative qui est d'ailleurs bien construite apparemment, avec d'une part des citoyens qui vont être consultés, mais également le Parlement qui a posteriori sera amené à se prononcer aussi, le gouvernement qui verra ce qu'il tirera de cette convention. Ce qui est important, ce n'est pas uniquement de parler de la fin de vie, c'est de parler de la vie de personnes jusqu'au terme de leur existence. Et on a vu avec la Covid-19 les enjeux notamment dans les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes. Également, on a vu que de plus en plus, effectivement, s'exprime la volonté de mourir dignement, sans souffrir, et en choisissant en quelque sorte les conditions de sa mort. Et dans votre chapeau de présentation, vous avez évoqué la dernière loi, celle du 2 février 2016, qui crée des nouveaux droits en faveur des personnes malades et en fin de vie. Et c'est vrai qu'un des enjeux importants, c'est ce qu'on appelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est-à-dire on endort la personne qui va mourir, alors que beaucoup souhaitent plutôt qu'on s'oriente vers l'euthanasie ou le suicide médicalement assisté. Un dernier point, un point qui n'est pas anecdotique, le comité consultatif national d'éthique, donc une instance qui réfléchit aux questions d'éthique et de société, s'est prononcé il y a quelques semaines déjà en faveur d'une évolution de la loi, c'est-à-dire une ouverture, par exemple, sur le suicide médicalement assisté. Tout ça pour dire que fin mars, quand cette convention citoyenne se terminera, avec des citoyens, et c'était intéressant dans votre reportage, qui ne sont pas tous compétents par rapport à la technicité de ce sujet, mais on est tous concernés. On est tous des gens qui avons autour de nous des personnes qui sont très âgées ou qui sont malades et qui, à un moment donné, comme nous, vont mourir. Donc c'est une question de société au sens fort du terme. Dans tous les cas, le fait qu'il y ait cette convention citoyenne, le fait, vous l'avez évoqué, que ce comité consultatif national d'éthique donne un avis plutôt favorable justement à une évolution de la loi, est-ce que pour vous, c'est un premier pas vers tout simplement une légalisation de l'euthanasie en France ? Je
pense d'abord qu'il ne faut pas chercher des solutions générales. Et on peut s'interroger sur est-ce que la loi, et c'est ce que la Première ministre a posé comme question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des situations qui justifieraient une évolution de la loi? Et donc, il va falloir identifier ces situations. D'autres pays, vous l'avez évoqué, notamment le premier pays en Europe qui avait dépénalisé et légalisé l'euthanasie, c'est le Belgique, ont aujourd'hui un recul qui fait apparaître quand même qu'il est difficile ensuite de respecter des critères extrêmement stricts. Au début, c'est ce qu'on appelle les critères de minutie, l'euthanasie est appliquée à des situations véritablement où on est en fin de vie, où les personnes ressentent des souffrances, qui sont des souffrances malheureusement que l'on ne peut pas traiter d'un point de vue médicamenteux. La vraie question, c'est, et c'est souvent abordé, ça sera abordé au cours de cette convention, la pente glissante. C'est-à-dire, est-ce que certaines situations justifient ou pas qu'un médecin, et c'est important, qu'un médecin permettre à une personne de mourir, c'est un acte létal, l'intention est que la personne meure, et d'autre part, est-ce que si on légifère, on pourra contrôler d'une manière rigoureuse le cadre qui sera indiqué à certaines pathologies en particulier. Un autre élément à prendre en compte, c'est la volonté de la personne, c'est-à-dire, vous savez qu'en France, on a des directives anticipées, que la personne peut rédiger en quelque sorte d'une manière anticipée ce qu'elle souhaiterait quand elle ne se trouverait pas dans la situation de décider. Toutes ces questions vont être des questions débattues. Puis vous avez aussi un autre axe qui est privilégié par certains pays, y compris en Europe, qui est le suicide médicalement assisté, où la personne dispose du produit qui lui permettrait de mourir en abrégeant son existence, l'utilise ou ne l'utilise pas. Mais ce n'est pas un geste médical. Donc vous aurez un problème déontologique. Est-ce que c'est au médecin d'euthanasier son malade? C'est des questions en tous les cas qui vont être posées. Puis un autre point à prendre en considération et qui n'est pas un point anecdotique, c'est qu'on peut avoir une opinion générale, mais quand on est confronté à titre personnel à cette situation, qui est une situation très intime, très douloureuse, pour soi ou pour un autre, on est quelquefois sans vraie réponse. Donc vous voyez, il ne faudra pas qu'on se trouve dans des postures en disant « moi je pense que ». Il faut aussi qu'on soit en responsabilité et qu'on pense à des personnes qui sont atteintes de maladies graves et qui attendent comme réponse de notre société une solidarité qui n'est pas uniquement le don de la mort. Et donc c'est ces questions à la fois éthiques et politiques, et c'est très courageux pour le chef de l'État d'avoir souhaité cette convention citoyenne qui va s'achever en mars prochain. On comprend que tout est dans la nuance et qu'il n'y a pas une réponse par oui ou par non. Les soignants, de manière générale, est-ce qu'ils ont un avis tranché sur la question? D'abord, les soignants sont des citoyens comme chacun d'entre nous. Donc, ils ont aussi leur opinion personnelle pour eux ou pour leurs proches. Mais vous savez qu'un des éléments du débat, ce sont les soins palliatifs. C'est-à-dire, si demain on avait une législation qui était libérale par rapport à l'euthanasie, au suicide médicalement assisté, est-ce que l'accès universel aux soins palliatifs est honoré aujourd'hui dans d'autres pays? Et donc la démarche palliative, c'est une démarche d'accompagnement jusqu'au terme de l'existence de la personne. Il n'y a pas d'obstination déraisonnable, mais il n'y a pas une volonté du médecin de mettre un terme à l'existence d'une personne d'une manière intentionnelle. Donc, ce qui est important, et on voit déjà que dans le discours de la Première ministre tout à l'heure, c'était tout à fait important. D'abord, elle a dit que c'était une question très intime, très, très délicate, donc il faut l'aborder avec beaucoup de prudence. Et puis, elle a dit qu'il faut aussi penser aux soins palliatifs. Et in fine, peut-être, apparaîtra à travers cette consultation, encore une fois, représentative de citoyens qui ont été désignés, par tirage au sort, en tous les cas par une approche très spécifique. Il faudra voir si on va plus loin, et c'est au Parlement, à un moment donné, d'en décider. Sachez qu'en avril dernier, en avril 2021, on avait déjà discuté au Parlement d'une proposition de loi qui serait favorable à l'évolution de la législation actuelle. Encore une fois, tout ça est en débat. Puis le président de la République, et on le voit à travers un certain nombre de prises de position ces derniers jours, est d'abord attentif à ce qu'on en débatte en profondeur, avec sérénité, sans qu'il y ait des positions antagonistes pour ou contre. Le débat en mérite mieux. Puis ensuite, qu'on voit de quelle manière évoluer. Évoluer, c'est peut-être pas en termes de législation, c'est peut-être autrement. Voilà. Un point aussi important pour celles et ceux qui sont attachés à la déontologie médicale, c'est vrai que le rôle du médecin dans la déontologie médicale, c'est d'aider la personne à ne pas souffrir, mais c'est certainement pas d'être l'agent de sa mort. Et donc se posera la question déontologique, comme on l'avait vu pour la loi Veil, pour l'interruption volontaire de grossesse, de la clause de conscience. Vous voyez à quel point une multiplicité de questions se posent. Puis vous avez aussi, dans une société comme la nôtre, plurielle, à prendre en compte les convictions spirituelles, religieuses des uns et des autres, même si on est dans une société, une république laïque. Vous voyez à quel point on touche aussi aux religieux, on touche à nos représentations de la vie, de la mort, de la dignité. Donc vous voyez que c'est une question multiple. Et je trouve que le discours de la Première ministre, qui a été prononcé tout à l'heure, est un discours extrêmement fort,
qui montre à quel point c'est une question complexe, mais que chacun d'entre nous doit pouvoir assumer, et avec également une sensibilité de responsabilité pour les plus vulnérables. On doit être aussi solidaire vis-à-vis des personnes qui sont dans des situations difficiles au terme de leur existence. Justement, si on revient à des faits plus concrets, est-ce qu'on sait combien de personnes souhaiteraient bénéficier chaque année de l'euthanasie? Combien d'euthanasies cachées il y a en France? Combien partent à l'étranger se faire euthanasier? Plusieurs choses. D'abord, en termes de statistiques, quand vous parlez de la pratique de l'euthanasie, elle est interdite en France, donc il n'y a pas de registre comme dans les pays qui la pratiquent d'une manière légale. D'autre part, vous avez dans le rapport qu'un médecin peut avoir avec une personne malade, à un moment donné, une décision qui fait qu'on ne va pas plus loin dans un traitement. Je prends un exemple, vous avez une chimiothérapie qui n'est plus efficace, à un moment donné, vous savez que vous êtes un peu dans une obstination déraisonnable. Donc comment on négocie ce moment où on parle de la thérapeutique active à une thérapeutique palliative. Et l'ouverture, c'est pas uniquement l'euthanasie. Donc c'est un premier point à prendre en considération. Alors vous avez effectivement des personnes qui demandent qu'on abrège leur existence. Alors certaines, et on le dit d'une manière assez juste, vont en Belgique, assez peu nombreuses d'ailleurs, les personnes sont peu nombreuses, ou vont éventuellement en Suisse pour bénéficier du suicide médicalement assisté. Dans les chiffres, mais je ne sais pas si c'est des chiffres tout à fait vérifiés, on disait qu'il y avait à peu près 150 personnes qui allaient en Belgique, et on évalue à peu près à 300 personnes, les personnes qui sont allées à l'étranger pour bénéficier de ce que la législation française ne permet pas. Dans les pays, c'est un point à prendre en considération, comme la Belgique, qui a légiféré en 2002, on a vu progressivement la demande d'euthanasie augmenter. Et surtout, les critères d'acceptabilité, notamment, et ça pose un vrai problème, des personnes, par exemple, atteintes de maladies psychiatriques qui ne sont pas toujours en capacité de discernement et qui pourraient avoir peut-être des souffrances existentielles qui pourraient être atténuées par des médicaments, demandent l'euthanasie. Vous avez aussi des personnes âgées qui sont lassées d'existence. Vous voyez à quel point c'est des questions fondamentales qui ne sont pas des questions de chiffres, de statistiques, mais des questions individuelles. Comment respecter les droits et les valeurs des personnes concernées? Je vais vous poser maintenant la question aux citoyens. Emmanuel Hirsch, votre conviction personnelle, c'est quand même que cette loi Claes-Leonetti, elle doit évoluer ou pas? Ma conviction personnelle, c'est que c'est une loi imparfaite, parce que la sédation profonde et continue jusqu'au décès, prenez l'exemple de M. Vincent Lambert, sa sédation profonde et continue a duré 9 jours. Et donc, vous voyez à quel point vous ne comprenez pas ce que signifie le fait d'endormir une personne et ce qu'on appellera une euthanasie lente ou une agonie lente. Donc la loi doit être revue déjà de ce point de vue-là. Et il faut de la transparence et pas d'ambiguïté. Donc premier point, s'il y a une évolution législative, mais elle est déjà dans la loi de 2005, c'est de tout faire pour éviter la souffrance d'une personne, y compris lorsque les produits qu'on lui donne pour atténuer sa souffrance atténuent son existence, abrègent son existence. Puis le deuxième point, je pense que si on doit évoluer vers une législation favorable à l'euthanasie, il faudrait qu'il y ait un cadre et qu'il y ait aussi, d'un point de vue médical, des conditions d'applicabilité de cette loi sans qu'il y ait des excès. Et je termine sur un point, puisque vous me demandez ma conviction personnelle. En toute honnêteté, je n'en ai pas aujourd'hui. Parce que je ne sais absolument pas si demain j'étais confronté à ces questions à titre personnel, ce que je souhaiterais pour moi, pour un autre. Donc j'ai autant d'humilité, si vous voulez, que les autres. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question qui fâche Emmanuel Hirsch. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.